je céderai la parole à Jean-Luc et je vais lui laisser le soin de se présenter. Et puis, pour amorcer donc cette conférence d'ouverture, et on remercie d'ailleurs Jean-Luc de se prêter au jeu, d'ouvrir ce colloque avec une présentation qui va nous permettre justement de mettre en perspective différents courants CCO et le courant ACO qui, comme vous allez le constater pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce courant-là, a des échos forts avec les approches CCO et qui nous permet de mieux comprendre. Alors voilà, donc sans plus tarder, je céderai la parole à Jean-Luc. D'accord, ben, merci beaucoup Dany et puis bonjour à toutes et à tous. Bon, je suis très heureux de participer à ce colloque et merci pour votre invitation qui est l'occasion justement de faire un peu le point sur ces différentes années de fonctionnement un peu parallèles, un peu entremêlés parfois de ces différents axes de recherche en communication organisationnelle. Je vais essayer de partager mon écran. Ça marchait tout à l'heure, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas maintenant, et d'activer le mode diaporama. Donc voilà, je ne sais pas si ça passe de votre côté. Il y a souvent un temps de latence un petit peu qui est présent. Donc, je vais m'efforcer d'opérer cette mise en relation au travers de cette intervention. Bon, quelques mots rapides de présentation. Donc, je suis professeur en sciences de la communication à l'université Rennes 2. Bon, je travaille principalement sur des questions en communication organisationnelle et liées aux formes de rationalisation des organisations et alors au lien que ça va avoir avec les transformations organisationnelles contemporaines dans différents champs d'activité. Et il y a maintenant, pas tout à fait 20 ans, mais plutôt une quinzaine d'années, on va dire à peu près, avec d'autres collègues, quoi, notamment Catherine Launeux, Sylvie Bourdin et quelques autres dans le champ des recherches en communication organisationnelle en France. On avait commencé à élaborer quelque chose qui s'est traduit un petit peu en cadre d'analyse que l'on avait appelé approche communicationnelle des organisations et qui, à l'origine, s'est développé de manière un petit peu parallèle au courant de la CCO, que en fait on a découvert un peu au fur et à mesure que nous-mêmes on travaillait sur cette perspective. Alors comparer les deux, c'est quelque chose qui est toujours un petit peu difficile en quelque sorte, dans le sens où ce que l'on a appelé à notre niveau ACO pour approche communicationnelle des organisations n'a évidemment pas la même envergure que le courant CCO, avec donc des points de départ et des histoires qui sont différentes, et c'est toujours difficile de comparer en quelque sorte un réseau international avec une forte notoriété, avec des concepts clés qui participent en quelque sorte au patrimoine scientifique, beaucoup de chercheurs impliqués, des courants qui sont très différents, des approches internes au champ et à l'espace de la CCO qui sont assez différentes, et puis une perspective ACO qui entre guillemets, va être surtout franco-française, qui a émergé et qui s'est développée un peu dans le champ du groupe Orgenco, donc du groupe d'études et de recherche sur les communications organisationnelles de la société savante qui regroupe et qui structure les sciences de l'information et de la communication en France, donc la SFIC, et qui en fait forcément n'a pas la même envergure en quelque sorte que le courant CCO, mais avec lequel on va trouver un certain nombre à la fois des différences, mais aussi un certain nombre de points de convergence sur lesquels je vais m'efforcer de revenir un peu ici aujourd'hui. Et également, ces points de convergence sont la base d'enjeux communs, et ça rejoint
complètement ce que disait Nicolas tout à l'heure dans l'introduction et de la présentation du record, puisqu'on s'est un peu posé en quelque sorte les mêmes questions. La première rencontre en quelque sorte officielle entre CCO et ACO, ça s'était déroulé déjà à la CRAS. C'était lors du colloque qui s'était tenu à Trois-Rivières en 2007, où on avait organisé un colloque dans le cadre du congrès et qui avait été l'occasion d'échanger en direct, en quelque sorte, justement, pour la première fois avec les collègues qui, au Québec et au Canada, travaillent sur ces questions. Donc, des différences, des origines communes. Bon, je vais procéder en fait en deux temps. Ici, un premier point où je vais revenir un peu sur la structure, sur les grands axes des approches communicationnelles des organisations, en m'efforçant de le mettre en relation avec certains travaux du courant de la communication constitutive des organisations, en essayant également de voir qu'au-delà des différentes appellations, en fait, les problèmes posés, les problématiques, les questions que l'on soulève vont finalement être assez proches et que on se retrouve dans ce que l'on peut appeler des conceptions communicationnelles de l'organisation qui tendent de plus en plus, j'y reviendrai à la fin de ma présentation, à se traduire en conception communicationnelle du social. Et c'est certainement un des enjeux que l'on aura à l'heure actuelle. Et puis, dans un second temps, peut-être faire le point sur des avancées qui sont liées qui sont tenues dans ces dernières années, des questionnements sur lesquels on va être et qui rejoignent aussi des interrogations présentes dans le champ CCO, et puis des perspectives de travail, notamment en termes d'objets et de questions sociales, dont il est, me semble-t-il, assez important que l'on puisse s'emparer en quelque sorte et que l'on puisse apporter peut-être un éclairage original sur ces questions. Alors, donc, des conceptions communicationnelles de l'organisation que l'on retrouve dans ces deux courants. Déjà, peut-être un point de départ commun, qui est la volonté de comprendre les organisations ou l'entité sociale que l'on nomme organisation, puisque c'est un des éléments phares. On n'est pas du tout dans des approches qui sont, j'allais dire, réifiées de l'organisation, qui est objective, qui considère une organisation comme état organisé, un peu immuable. Donc, de comprendre les organisations ou l'entité sociale que l'on nomme comme telle dans sa diversité, à partir des processus de communication qui vont les traverser et qui vont les structurer. En d'autres termes, comment l'organisation va être construite dans et par la communication, avec quelles modalités d'émergence, de constitution, de transformation, ce qui implique de manière assez fondamentale un questionnement plus ou moins formulé, parce qu'évidemment c'est d'un assez haut niveau de généralité, mais un questionnement tout de même présent sur la nature de l'organisation. Qu'est-ce que c'est qu'une organisation? Par-delà la diversité des organisations, comment est-ce que l'on peut qualifier les espaces organisés en société au-delà de l'identification de tel ou tel type d'organisation, et comment est-ce qu'on peut penser justement ces processus organisants structurés dans et par la communication. Du point de vue du courant CCO, je ne vais pas parler à la place des intervenants qui vont venir par la suite, ni résumer les milliers de pages de travaux qui ont été conduits jusque-là, mais on a tout de même, me semble-t-il, une entrée principale qui va être considérée par le fait que l'on va s'efforcer d'analyser l'organisation au travers des phénomènes de production et de coproduction du sens, en prenant appui. Bien sûr, tout cela demande de nuances sur, par exemple, des approches conversationnelles, langagières, comment du collectif va se construire à partir d'une mosaïque d'interactions, et puis également avec l'intervention, j'y reviendrai tout à l'heure, de matérialité dans ce cadre. Donc, c'est évidemment le modèle texte, conversation initiale et un petit peu fondateur
du CCO. Mais même dans des travaux plus récents, on va globalement trouver une perspective dominante, et on pourra échanger sur cette question par la suite, où on va partir tout de même de quelque chose qui est du local pour analyser des dynamiques d'évolution qui relient justement le singulier et le général. Et ça va se faire en construisant, en observable, des situations d'interaction, ou plus exactement des situations d'action et d'interaction dans des environnements qui, de plus en plus, sont des environnements matériels. Et ce que l'on nomme structure ou structure organisée dans ce cadre va être d'une certaine façon le produit, j'aurais dû mettre des guillemets ici, du produit de ces interactions, et en même temps, ça va se retrouver, ces structures vont se retrouver dans les interactions au travers justement de leur matérialité, des processus de ventriloquie par exemple. Bon, courant, une des critiques qui a souvent été avancée, même si elle est à nuancer, c'est le fait que l'on a une prise en compte parfois insuffisamment importante peut-être des contextes où se déroulent justement ces processus de construction interorganisationnelle en termes de rapports sociaux, en termes d'institutions, en termes de logique économique, et puis peut-être aussi de la spécificité des organisations considérées, même si, je le répète aussi, la nuance est importante dans ce cadre. Du point de vue des approches communicationnelles des organisations, l'entrée, dès le départ, ça a été une entrée plutôt socio-économique, c'est-à-dire que les travaux qui sont à la base de cette réflexion dans le champ des communications organisationnelles sont des travaux qui trouvent leur place dans l'économie industrielle, notamment dans des travaux sur les renouvellements des modèles productifs depuis les années 1980, également en économie institutionnelle, notamment l'économie de la régulation qui, à un niveau macroéconomique, va poser des questions sur ce qu'ils appellent des formes institutionnelles qui structurent, qui se recomposent et qui structurent la vie politique, sociale et économique, et dans lesquelles, même s'ils n'explorent pas vraiment ces pistes, on va retrouver des organisations. Et là, c'est un courant d'économie hétérodoxe qui est un petit peu complémentaire, c'est la socio-économie des conventions, qui s'est efforcé d'analyser là aussi dans les années 1980 et années 90, d'analyser les formes de coordination non marchande, ce qui est très hétérodoxe évidemment en économie, basée justement sur des processus que l'on peut très largement qualifier de communicationnels. Et c'est aussi la sociologie des organisations, et plus particulièrement la sociologie de la régulation sociale, qui résonne en termes de dialectique entre des règles de contrôle que l'on pourrait presque qualifier de texte, si on reprend les termes de l'école de Montréal dans sa première génération, et puis des régulations conjointes, des régulations autonomes plutôt, qui, elles, vont être beaucoup plus conversationnelles et qui vont remettre en cause justement ces cadres initiaux. Et dans ce cadre, l'idée, c'est de voir comment du collectif, donc de l'organisation, va se construire dans des environnements qui sont finalisés, qui sont marqués par des relations de pouvoir, que ce soit des organisations marchandes ou pas. Et donc, le point de départ va être plutôt le niveau intermédiaire, c'est-à-dire l'organisation structurée dans un contexte spécifique avec ces différents enjeux, et avec un objectif d'analyser des transformations, des formes de rationalisation, ou comment des rationalisations qui sont présentes à un niveau social plus général vont se traduire en termes de modèles productifs, en termes de réorganisation du travail, en termes de transformation d'organisation, avec un lien entre ces éléments, et comment tout ça se retrouve à la fois localement dans des situations de travail, et comment ça maintient un lien avec des éléments plus généraux qui vont être marqués par des idéologies, par les transformations du capitalisme au sens plus large du terme. Et donc, c'est dans ce cadre qu'ont été identifiés, avec une volonté qui était aussi de qualifier, de caractériser, de mettre en relation la diversité des approches communicationnelles
des organisations, 3 dimensions communicationnelles associées à des registres communicationnels, c'est-à-dire à des modalités pratiques de la relation entre communication et organisation, et donc avec l'idée que l'organisation change de figure, en quelque sorte, selon que l'on va observer plutôt les choses du point de vue des situations d'interaction, plutôt du point de vue des médiations sociotechniques qui viennent la structurer, ou plutôt du point de vue des discours et donc des processus de narration qui vont raconter, entre guillemets, cette organisation. Il y avait derrière cette démarche l'idée de caractériser ce que l'on pourrait appeler des formes communicationnelles. Et lorsque on a commencé à travailler là-dessus, même si on ne connaissait pas, en fait, on l'a découvert après un peu en cours de route, le cadre d'analyse de Maxi et Zog autour du Four Clause Framework dont il était question tout à l'heure, mais la logique en fait qui était poursuivie était finalement assez proche dans ce cadre, et c'est quelque chose qui était sur lequel je vais revenir un peu de manière plus précise maintenant. Alors, comment est-ce qu'on en vient à qualifier en quelque sorte et à caractériser communicationnellement une organisation et donc à construire des observables qui permettent d'avoir des approches empiriques dans ce cadre? Eh bien, le premier niveau qui s'inscrit dans cette dimension située, ça va consister en fait à considérer que l'organisation, c'est avant tout le lieu de réalisation d'activités finalisées, que ce soit des activités de travail, mais ça peut être aussi des activités de militance, d'autres activités sociales, des activités de soins par rapport à certains terrains qui sont actuellement investigués. Et derrière ça, ce sur quoi la focale va être placée, c'est l'analyse de situations de communication, ou plutôt de situations d'activité communicationnelle, dans lesquelles vont être observées des pratiques de communication professionnelle et dans lesquelles donc la conception de la communication qui va être retenue est une conception en termes d'interaction, c'est-à-dire qu'on abandonne en fait le terme générique de communication pour parler d'interaction et pour qualifier donc des phénomènes qui renvoient au partage d'informations, mais aussi des phénomènes argumentatifs, intégrant une dimension émotionnelle, une dimension également liée à la coproduction de connaissances, dès lors que l'on se retrouve avec des activités renvoyant, par exemple, à un travail de création, de conception, à des activités de service où la dimension relationnelle va être extrêmement importante. Et bien sûr, le contexte de ces situations d'interaction, notamment le contexte matériel avec la prise en compte des objets, des outils, des machines, des lieux, de tout ce qui va venir équiper l'activité, est extrêmement important. Donc là, on a, lorsque l'on parle de situation d'interaction, une dimension conversationnelle qui est extrêmement importante, puisque ces situations, c'est à la fois un lieu d'activité, mais c'est aussi un lieu de socialisation, en quelque sorte, et de construction de commun qui entre en résonance avec deux des flux de communication de Maxi et Zog, notamment le premier Membership Negotiation renvoyant à la constitution d'une appartenance commune et à la constitution au sens un peu anthropologique du terme de ce collectif. Et puis également le troisième flux dans leur nomenclature, qualifié d'Activity Coordination, qui renvoie, si on le traduit peut-être un peu librement dans nos termes, à la question des régulations sociales, c'est-à-dire à la façon dont des règles formelles, justement dans le cadre des interactions, pour être mises en pratique, vont faire l'objet de compléments, de discussions, souvent de certaines formes justement de création, d'ajustements locaux, renvoyant à la prise en compte de cette dynamique organisationnelle. Donc ça, c'est le premier point qui est qualifié justement en observable et qui permet de caractériser l'organisation. Le deuxième niveau que l'on a identifié, c'est un peu celui qui a constitué le point de départ historique et qui, si je regarde la façon dont on travaille à l'heure actuelle sur des objets concrets, est toujours présent. C'est la question des structures organisationnelles
est de la place qu'occupe dans la définition et dans le fonctionnement de ces structures de dispositifs de médiation sociotechnique qui vont venir, entre autres, guider, accompagner, équiper, contraindre à la fois l'action et également les pratiques d'interaction dont je parlais il y a un instant. L'idée, c'est que l'on peut difficilement penser et observer des interactions situées, comme vu précédemment, donc le niveau, la focale située de l'organisation, indépendamment de ces structures normatives qui vont venir équiper, contraindre leur déroulement et qui vont, d'une certaine façon, guider et permettre le fonctionnement de l'activité. Penser, analyser l'activité dans une organisation, ça implique aussi de s'interroger sur ce qui fait que des acteurs vont agir et interagir collectivement à un moment donné, en situation de travail ou dans une autre situation d'activité collective, dans un contexte qui est structuré. Qu'est-ce qui fait agir les acteurs et d'une certaine façon, ça amène à prendre en compte, mais de manière non déterminée ou non strictement déterminée, des questions qui vont être des questions d'ordre gestionnaire et d'ordre managérial pour s'intéresser à ce qui va fixer l'activité en termes de procédure, en termes de définition de chaîne de décision, de répartition des responsabilités, de division du travail et plus largement tout ce qui va viser à réduire l'incertitude qui est liée à la mise en place de cette action collective en termes de règles et de dispositifs sociotechniques et qui va permettre également son déroulement concret, étant entendu que, bien évidemment, on prend en considération le fait que ces dispositifs vont venir faire agir, qu'ils disposent en ce sens d'une agentivité, les agents et les acteurs plus exactement qui sont en présence. Donc là, l'accent est mis sur les processus informationnels et communicationnels qui sont inscrits dans les activités organisationnelles. Et donc, de ce point de vue, l'organisation est appréhendée sous l'angle des structures, alors qui ne sont pas immuables, qui ne viennent pas de nulle part non plus, mais c'est ce qui constitue l'organisation en espace visible avec des statuts, des règles, des rôles, des fonctions dans un ordre socio-économique plus général qui va au-delà justement d'une mosaïque de situations. Et là, si j'essaye de faire le parallèle avec des travaux CCO, on va dire qu'on va davantage être du côté du texte, parce que tout ce dont j'ai parlé plus haut, c'est-à-dire des règles, des statuts, des procédures, pourquoi pas des algorithmes également, d'une certaine façon, ça peut être ramené à des textes qui vont venir objectiver et écrire et décrire l'organisation. Ça rejoint également ce que Maxi et Zog vont qualifier de organizational self-structuring, qui explicite ou vise à expliciter justement la façon dont l'organisation va se présenter elle-même, va s'organiser d'une certaine façon elle-même de manière formelle. Et dans ce cadre, ce que l'on entend par communication, c'est moins de la communication interactionnelle que des dispositifs qui visent à faire communiquer, entre guillemets, ou à rendre possible matériellement cet échange symbolique, donc à mettre en relation, à faire communiquer et agir avec donc la constitution de liens, la volonté de rendre en cohérent le travail divisé. Derrière ce deuxième niveau, il y a à la fois une optique division du travail et puis remise en ordre du travail divisé ou tentative de le faire en quelque sorte. Et puis, il y a un troisième niveau, une troisième vision, une troisième dimension communicationnelle de l'organisation qui va être constituée par ce que l'on avait appelé le registre de la narration, ou en d'autres termes, les discours organisationnels, à savoir qu'un espace organisé va aussi exister par les discours qui le forment. Une organisation, c'est aussi la façon dont elle va se dire, se raconter, pour promouvoir, rendre public, publiciser les produits de son activité, quel qu'il soit, et également pour être présente dans son écosystème social vis-à-vis d'autres organisations en termes de différenciation, d'alliance, en lien également avec des institutions et également en termes de présence dans des débats publics et politiques, ce qui est tout à fait important et qui gagne en importance au cours
justement de ces 20 dernières années, c'est la présence organisationnelle et d'organisation de différentes natures dans des controverses, dans des crises présentes. Donc là, cette dimension narrative, elle va être d'une certaine façon textuelle également et renvoyer un peu au quatrième flux de Maxi et Zog, donc le positionnement institutionnel, où il s'agit d'exister dans et par le récit, de justifier, de se défendre, de faire entendre sa voix, avec l'idée de produire une histoire, de mettre en récit. Techniquement, on peut rapprocher ça de pratiques telles que le storytelling, de proposer des représentations du monde et au-delà de ça, de proposer des arguments, notamment en termes de cadrage, en termes d'autorité, en termes de communauté, sachant que ce qui va être produit à ce niveau général, pour partie, peut aussi être repris dans des situations d'interaction plus locales. Et d'une certaine façon, on peut reconnaître ici une façon de voir des processus de ventriloquie, par exemple, où on fait parler des êtres qui eux-mêmes ont été mis en discours justement à un niveau plus général. Alors évidemment, ces trois niveaux constitutifs de l'organisation, c'est-à-dire du point de vue ACO, la communication est constitutive de l'organisation parce qu'elle se traduit justement dans ces trois aspects qui s'entremêlent un peu, c'est quelque chose qui sert à mettre en place des cadres d'analyse et des cadres de conceptualisation de différents phénomènes que l'on peut observer. Et je vais donc en passer au deuxième point de mon intervention, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est un peu à l'heure actuelle et quels sont les approfondissements et les enjeux actuels ainsi que les perspectives. Je vais commencer, ce point est un peu une ouverture aussi vers le débat, à savoir qu'on a des points communs avec le courant CCO, dans le sens où cette articulation des registres et des formes de communication va être constitutive de l'organisation. Je l'évoquais un petit peu il y a un instant, à savoir que les interactions situées ne peuvent pas être pensées indépendamment d'un contexte structuré, mais pas complètement déterminé par des dispositifs de médiation, mais ces récits organisationnels vont être aussi remobilisés dans ces mêmes situations d'interaction. Et de même, les récits, donc le troisième niveau, vont être produits avec le déploiement des dispositifs sociotechniques dont ils font partie, et ils vont être produits également dans des interactions, notamment des interactions qui vont être liées à la sphère managériale et à la sphère gestionnaire et qui vont se sédimenter justement à un niveau plus élevé, mais qui sont toujours jamais complètement stabilisés et toujours susceptibles d'évoluer. On retrouve dans cette façon de concevoir communicationnellement l'organisation me semble-t-il, une certaine parenté avec des approches CCO où on va dire que l'organisation résulte de la dynamique texte-conversation, du rôle des acteurs non humains dans ce cadre. J'étais un peu tenté de penser que ces deux façons différentes, avec des points de vue théoriques et disciplinaires qui sont différents, d'aborder un peu des questionnements qui finalement vont être assez voisins. Autre point partagé, c'est une commune volonté de déconstruire justement ce mot valise de communication dont on ne peut pas faire grand-chose en tant que tel pour le traduire en éléments observables et conceptualisables, et notamment en termes d'agentivité individuelle organisationnelle qui vont être étroitement interdépendantes, prises dans une relation dynamique, c'est-à-dire il me semble qu'il y a ce partage du fait que l'on ne peut pas opposer des visions de l'organisation qui seraient top-down à des visions bottom-up. Les deux, justement, vont être extrêmement liés. Il y a la question également dans les points communs des matérialités qui vont permettre le passage du local au général en stabilisant l'action collective, même si du point de vue ACO, ces matérialités ne sont pas neutres et justement elles sont chargées de pouvoir, elles sont chargées d'une certaine façon
d'asymétrie sociale, de façon de faire agir, alors qu'ils n'agissent pas de manière ensuite totalement déterminante, mais qui n'en demeurent pas moins produites par certains acteurs sociaux. Et donc, ce qui est sous-jacent à tout ça, c'est une capacité à penser d'une certaine façon l'action collective et sa structuration, ainsi que des questions de montée en généralité qui vont leur être liées. Comment, en gros, on pose, me semble-t-il, des questions qui sont des questions fondamentalement d'action collective et de structuration de l'action collective en société. Alors, sur les travaux et les démarches actuelles, cette intervention est l'occasion aussi de prendre un petit peu de recul sur tout ça. Les évolutions récentes, en fait, visent, et ce sur quoi on est en lien avec des travaux qui sont conduits dans le champ CCO, c'est l'approfondissement de cette notion de situation d'activité dont je parlais tout à l'heure, dans une perspective qui va être une perspective dislocale, pour reprendre le terme qui avait été utilisé il y a quelques années par François Coren et Guy Ferrers dans l'ouvrage qui avait été coordonné par Linda Putman, dans l'article qui avait été publié dans cet ouvrage. Donc, c'est l'idée, et c'est un des enjeux actuels, c'est comment appréhender la relation communication-activité, et donc comment ça pose un certain nombre de démarches. Et là, je suis plus à la limite dans la méthodologie et dans la construction d'observables, avec des enjeux qui vont renvoyer à la qualification de la nature concrète de l'activité, de sa description au regard de son degré de complexité cognitive, des formes de codification en présence, des formes de prescription, de l'incertitude également qui est présente, de l'identification également des acteurs humains en présence dans une situation d'activité et d'interaction, avec une analyse de leur contexte d'action, de leur logique, des mondes d'action auxquels ils vont être associés, de qualification des types d'interactions considérées donc en termes soit d'échange d'informations, d'argumentation, de délibération, de place d'une pluralité d'interprétations possibles, de rôle des affects également dans ce cadre, et penser ici donc l'articulation avec des acteurs qui vont être des acteurs dits non humains. On n'utilise pas trop ce terme parce que les objets, les machines, les lieux, les matérialités, c'est des êtres qui vont être d'une certaine façon tout à fait humains dans la façon dont ils ont émergé, ainsi que sur la façon, c'est quoi cette agentivité, comment est-ce qu'elle fonctionne, quelle est la nature de ces matérialités, et d'où ça vient, comment ces dispositifs ont été justement produits. Donc ça, c'est derrière cette liste sur laquelle je passe ici assez rapidement, il y a l'idée de qualifier concrètement justement l'organisation au niveau situé, avec des traductions sur des objets de recherche sur lesquels on est à l'heure actuelle, des activités par exemple de qu'est-ce que c'est qu'une situation de conception. On travaille là-dessus dans le domaine du bâtiment et dans le domaine également de la conception collective en informatique. Qu'est-ce que c'est qu'une situation d'activité créative? Qu'est-ce que c'est qu'une situation de soins dans le domaine médical, en particulier matérialisé par des applications de télémédecine? Qu'est-ce que ça représente également qu'est-ce que c'est qu'une situation de pilotage d'avion, avec à chaque fois l'idée de penser ce qui va être du très local et comment des éléments beaucoup plus généraux en termes de matérialité, en termes symboliques également, vont venir structurer cette situation, et comment le qualifier pour en faire des grilles d'analyse qui servent de base justement à des observables. Et là, évidemment, il y a une multitude de travaux CCO qui renvoient à ces perspectives. Deuxième questionnement qui est extrêmement présent dans le champ des ACO à l'heure actuelle, c'est, je l'ai évoqué tout à l'heure, l'idée d'un renouvellement de l'analyse des rationalisations organisationnelles. Ça, c'était un peu la clé d'entrée, mais cette notion de rationalisation organisationnelle, au départ,
et c'est encore assez largement le cas, on va l'appréhender surtout dans une perspective de mise en œuvre d'une rationalité instrumentale qui va être inhérente au fonctionnement du capitalisme, qui se traduit en termes de rationalité gestionnaire, qui va être l'expression d'asymétrie sociale d'un plus haut niveau et qui va se décliner en dispositifs matériels de gestion, etc. Sauf que les travaux qui ont été conduits tentent à montrer que cette rationalisation, elle n'est pas uniquement exogène, mais qu'elle est aussi coproduite au cours des activités et coproduite justement dans les actions et les interactions situées par le fait même des processus de régulation sociale, lorsque des prescriptions d'activité vont être toujours incomplètes, et donc elles vont nécessiter des ajustements en situation, mais procéder à ces régulations sociales ou à cette coordination d'activités, pour reprendre les termes de Maxi et les autres, bah, on aboutit à compléter et à rendre applicables en quelque sorte les rationalisations dont les principes ont été décidés ailleurs. Ça pose également des questions de conflits de rationalité, mais ça peut donner lieu à des innovations collectives, et d'une certaine façon, c'est aussi ces ajustements locaux qui permettent de produire et de coproduire de l'organisation. Donc là, ce qu'on appelle rationalisation, ça va venir contraindre, mais ça peut aussi venir habiliter l'action. Et il y a également une dimension qui est importante, c'est le rôle lié au fait que ça permet et ça offre des capacités d'interprétation du monde et des capacités d'action qui peuvent se traduire en résistance, en forme d'organisation qui vont être alternatives. Et cette idée de rationalisation, à minima, donc, enfin, ce n'est pas quelque chose qui s'applique d'en haut, mais c'est quelque chose qui est coproduit, voire qui peut parfois, et là, c'est véritablement quelque chose qui est au stade un peu d'exploration, pourrait comporter des perspectives qui seraient des perspectives émancipatrices, en quelque sorte, dans le sens où ça permet de produire peut-être des ordres différents. Troisième élément actuellement présent, c'est la prise en compte de plus en plus des phénomènes interorganisationnels, puisque parler de communication organisationnelle et parler de construction communicationnelle des organisations, ça implique de plus en plus de faire référence à des réseaux d'organisation et pas à une organisation bien délimitée au sein de laquelle on va analyser des processus de constitution. Bon, et ces réseaux, ben, ils vont prendre la forme de réseaux de donneurs d'ordre sous-traitants. Ils vont intégrer des médias, des institutions publiques, des associations, des mouvements citoyens, des organisations politiques. Ça fait référence à des organisations composites que l'on va appeler, par exemple, en sciences de gestion hétérodoxes, des méta-organisations ou du moins des interorganisations. Et d'une certaine façon, on a un déplacement de l'objet d'analyse visant pardon, à prendre en compte cette dimension interorganisationnelle, et ça pose clairement, ça a déjà été largement étudié dans un numéro de la revue Recherche en communication en 2018, des problèmes d'hybridation organisationnelle qui vont se pencher sur la façon dont tout ça va mêler des catégories organisationnelles qui sera différente. Et dans ce cadre, bah, se posent de nouvelles formes de coordination, de rencontres de rationalité. La question également de la place des chartes, des normes, des accords locaux qui vont relier plusieurs organisations autour de la notion de soft law, par exemple, sur laquelle travaille Catherine Launeux, quoi, et qui vont venir former de nouveaux dispositifs qui eux-mêmes vont pouvoir, où on va être mis en scène en quelque sorte derrière les soft laws. Il y a à la fois de la concertation, mais il y a également la mise en scène de cette concertation et sa publicisation, c'est-à-dire des fois c'est moins important qu'on se concerte que le fait que l'on dise que l'on se concerte, ce qui permet de manière un peu autoréférente de justifier les choses. Et ces questions interorganisationnelles, elles sont essentielles pour appréhender des problèmes très concrets du monde contemporain, qui sont par exemple les controverses socio-techniques, controverses sanitaires, environnementales, etc., qui posent des questions qui sont des questions politiques. Alors, pour terminer,
sur cette présentation, sur les perspectives. Et ça, c'est des questions que j'ouvre, qui d'une certaine façon rejoignent des éléments qui ont été évoqués un petit peu dans l'introduction tout à l'heure. Une des questions, me semble-t-il, dès lors que l'on se situe dans ces conceptions communicationnelles des organisations, que l'on peut se poser, c'est celle des apports. Quelles sont les connaissances qu'on apporte sur les milieux organisés et plus largement du social dans une période assez tendue, on va dire, et marquée par justement de multiples enjeux, de multiples controverses et par de nombreux problèmes non structurés. Et notamment, qu'est-ce qu'on apporte sur l'analyse de la situation de ce qu'on va appeler non pas des organisations, mais plutôt des milieux désorganisés, à savoir des formes où les formes d'organisation traditionnelles ne vont plus fonctionner et où on va avoir des formes de communication qui ne se réduiront pas à celles que j'évoquais tout à l'heure. Une doctorante de le laboratoire, Élise Creuilly, travaille sur la notion de cacophonie pour qualifier ces formes de communication, pour désigner en fait des moments où on a une pluralité de voix, où aucune ne domine, où personne n'entend, n'écoute les autres, donc où règne ce que l'on peut qualifier d'incommunication, d'impossibilité ou d'incapacité à créer un sens partagé. Et ça, c'est caractéristique justement de situations de crise qui vont être caractérisées par une incertitude radicale, qui est celle que l'on peut rencontrer dans certains mouvements sociaux et dans la violence de certains mouvements sociaux, qu'à un autre niveau, on a pu entreapercevoir dans la crise Covid, que l'on retrouve dans certains aspects des crises environnementales. Quand on n'a pas d'organisation, quand on n'a pas de capacité à se coordonner, qu'est-ce que peut dire justement, entre guillemets, la communication organisationnelle ou les conceptions constitutives ou les conceptions communicationnelles des organisations, dans le sens où l'enjeu, c'est de parvenir justement à refaire organisation. Donc, comment est-ce qu'on analyse ces situations où les cadres traditionnels, justement, vont un peu voler en éclats? Et ça, ça pose, et c'est certainement une des évolutions que l'on a à l'heure actuelle, des questions qui sont des questions politiques et qui impliquent l'organisation non pas comme entité un peu locale, mais comme niveau intermédiaire de structuration du social et comme niveau intermédiaire de structuration du social qui va être un peu protéiforme et qui va être particulièrement mouvant. Donc là, c'est plutôt des pistes et des enjeux actuels que j'évoque et qui posent, qui résonnent un petit peu comme des défis pour nous, à savoir quelles originalités, quelles interprétations originales est-ce qu'on peut apporter par rapport à d'autres travaux en sciences humaines et sociales, et comment également, sur ces plans qui sont extrêmement interdisciplinaires, on va entrer en dialogue avec d'autres sciences sociales et puis bien sûr et avec les sciences formelles, bon, ce qui se fait déjà, mais c'est certainement un besoin qui va être très largement renouvelé. Voilà donc pour cette j'allais dire, introduction et ouverture de quelques pistes. Je vais m'interrompre ici, j'ai déjà été un peu long, je pense. Donc, je m'étais calé sur 30 minutes, c'est les consignes qui m'avaient été données. J'espère ne pas avoir excédé trop cette longueur, mais je vous laisse je rends la parole donc, pour l'échange. Merci beaucoup, Jean-Luc. Je vais me permettre, donc c'est Nicolas, je vais me permettre de faire l'animation un petit peu de la période de questions-réponses. Donc, tout d'abord, il faut que je vous avertisse qu'on a appris pendant la présentation de Jean-Luc que le système de Q&A, de questions et réponses en bas, ne fonctionne pas parce que nous sommes tous des panélistes. Or, c'est normalement juste les participants qui ne sont pas panélistes qui peuvent poser des questions là. Donc, je vous invite à poser des questions soit en levant la main, soit je vais essayer de vous voir tous autant que possible, soit en utilisant la fonction de chat, tout simplement.
ou encore en utilisant le document partagé Google Docs dans lequel je vois que beaucoup d'entre vous ont déjà écrit. Donc, je vais tout d'abord voir si certains d'entre nous ont des questions pour Jean-Luc. Sinon, moi, j'en ai plusieurs, si vous voulez aussi. Je vois dans le document que Consuelo a posé une question. Est-ce que, Consuelo, tu veux la poser oralement ou tu veux que je lise la question que tu as mise dans le document? Tu peux la lire, Nico. J'ai posé 2 questions, mais on peut aller avec la première. Ah, c'est toi aussi en dessous? OK, d'accord. Donc, concernant l'entrée des CCO par la production et coproduction de sens, une entrée plutôt langagière et discursive, quels sont les apports des ACO pour sortir du piège de réduire les processus constitutifs de la communication au sense-making? Jean-Luc, bonne chance. Ouais. Bon, je vais essayer. Oui, mon micro est toujours activé, donc je vais essayer de répondre. Pour tenter justement de dépasser ça, entre guillemets, une des réponses, et ça a été l'objet de discussions avec pas mal de collègues du courant CCO, ça a été de penser en quelque sorte les conditions justement de production, d'émergence, d'irruption des dispositifs sociotechniques. Bon, là-dedans, je fais rentrer ce qui va permettre de qualifier, par exemple, des situations d'activité, des situations de travail, les objets, les outils qui vont être mobilisés dans ce cadre, les logiciels, par exemple, etc., en s'efforçant justement de reconstituer leur généalogie et de reconstituer la rationalité gestionnaire, on va dire, qui est à l'origine justement de leur émergence. C'est-à-dire comment ça a été pensé, comment ça a été conçu. Par exemple, concevoir un logiciel de travail ou un logiciel collaboratif, bon, en arrière-plan, il y a des conceptions de l'organisation et des conceptions de l'activité qui sont présentes et qui sont à la base simplement de la réflexion algorithmique, de la modélisation, etc. Et il y a également des entreprises. Il y a l'industrie des logiciels, par exemple. Il y a tout le corpus également de la pensée gestionnaire du One Best Way, etc. À un moment donné, le One Best Way n'est pas toujours le même, mais qui est en présence. Et donc, l'idée un peu du croisement du premier et du deuxième niveau dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire celui des situations qui, d'une certaine façon, va rejoindre assez largement ce qui se fait en CCO. Hein, c'est un peu et puis, le deuxième niveau que l'on apporte, ça va être de tenter d'expliquer d'où viennent justement ces dispositifs qui visent à cadrer et à faire exister des situations d'activité dans lesquelles se construit et se co-construit du sens dans le sens où c'est quelque chose qui n'existe pas nulle part. Bon, une situation de travail, c'est parce que telle entité organisée a existé à un moment, a été mise en place à un moment donné, qu'elle existe, même si elle est susceptible d'être remise en cause. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans une optique déterministe. C'est pas du tout ça qu'il s'agit de dire, mais par contre, il s'agit tout de même de rappeler en quelque sorte ces relations de pouvoir incorporées dans ce qui vient permettre à des situations d'interaction, à des situations de communication langagière, etc., d'exister et qui est également présent peut-être même dans le processus même de construction du sens. C'est-à-dire lorsqu'on a des interactions situées, ces interactions situées elles-mêmes, elles vont se traduire concrètement, par exemple, dans des processus de régulation sociale où on va contourner, on va compléter des règles, on va ne pas les appliquer, etc. Et donc là, à la fois, on échange, on argumente, on cadre, mais en même temps, on contourne justement et on produit localement une forme alternative, même à un micro-niveau d'organisation. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à ta question, Consuelo. Mais... Oui, merci. En fait, ce que je comprends, c'est qu'il y a l'idée d'équipement. Je sais que c'est un autre terme que vous utilisez. Donc, exactement. D'équipement de l'activité ou équipement de la communication qu'il faut retracer d'une certaine manière
pour se sortir de ce piège. Exactement. C'est complètement ça, quoi. C'est-à-dire c'est voir un peu comment une situation, il y a ce qui se passe dans la situation, l'échange de sens, le sense-making, la façon dont les personnes en présence vont interagir, comment elles vont argumenter, quel langage elles vont utiliser. Mais ça, elles ne le font pas dans un environnement neutre, et c'est justement ce qui différencie la communication organisationnelle de la communication dans un autre champ social, par exemple, d'une discussion dans un espace non strict, non organisationnel au sens finalisé du terme, en quelque sorte. Et cette notion de finalisation me permet de glisser maintenant vers Lucille Desmoulins qui voulait poser aussi une question, je pense, justement, avec cette notion de finalité ou finalisé. Oui, merci Nicolas. Tu vois, travaillant sur des organisations dont l'objectif c'est de peser sur la prise de décision et les politiques publiques, je me demandais si c'était à ça que tu faisais référence, et forcément je suis allée chercher l'antonyme, est-ce que ça existe des environnements non finalisés, et d'où est-ce que tu sortais cela, comment tu l'avais construit, quel usage tu faisais de cette notion d'environnement finalisé. Et j'ai vu que quand on posait une question, il fallait aussi résumer la réponse, donc je me souhaite bon courage. Alors, donc cette question, oui, donc en fait, cette question d'environnement finalisé, je réfléchis un peu en même temps que je te réponds. L'idée, c'est quand l'entrée que l'on a adoptée initialement, c'est donc une entrée, on va dire, pour le dire rapidement, par l'observation de structures organisées, par exemple d'entreprises ou d'autres types de collectivités. Et donc, de fait, une entreprise ou une organisation qui est dans le secteur du bâtiment ou de la publicité ou de la conception de services informatiques, ou un service public ou je ne sais quel type, ou un hôpital, quoi, ça va être évidemment ça ne peut pas être assimilé. Donc, il y a cette question de la prise, tout en essayant après de monter en généralité, il y a cette question de la prise en compte des spécificités justement de chaque organisation, et les finalités, d'une certaine façon, vont renvoyer, alors dit comme ça peut faire un peu fonctionnaliste, quoi, mais s'il y a organisation, c'est qu'il y a malgré tout objet social, en quelque sorte. Que cet objet social soit un objet de production, que ce soit un objet lié à rendre un service public, que ça vise des objectifs correspondant à une certaine vision de l'intérêt général, des objectifs politiques, etc. Mais s'il y a rassemblement dans un espace organisé, c'est qu'il va y avoir une finalité, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'un objectif, d'une certaine façon, derrière cette entité collective qui va rassembler des acteurs, qui va être amené à diviser l'activité pour parvenir à la réaliser. Donc, c'est un peu l'aspect finalisation, on va l'entrer là. Et puis, il y a bien sûr l'entrée par le fait que derrière le cadre rationalisé qui va être en présence, vont se trouver des rationalités qui sont principalement en finalité, quoi, un peu au sens weberien du terme, dans lesquels il va falloir mettre en œuvre justement des moyens, des méthodes pour parvenir à réaliser ces objectifs. En disant ça, c'est il y a à la fois, c'est une conception qui peut apparaître super classique de l'organisation, mais cette conception super classique de l'organisation, c'est quelque chose qui est tout de même, ma foi, assez présent. Pourquoi est-ce qu'il y a justement ces dispositifs qui sont présents, où tu disais que tu travailles sur justement des processus d'influence, par exemple, qui vont être liés à ces organisations. Il y a bien des objectifs stratégiques qui sont en arrière-plan. Alors, tout ça n'est pas instrumental, tout ça ne va pas être totalement déterminé, etc. Mais il y a tout de même cette impulsion ou cette velléité de détermination qu'il convient de prendre en compte justement dans le raisonnement, en quelque sorte.
Merci Jean-Luc. Je propose que François Coren pose sa question et ensuite une réponse rapide et ensuite on va peut-être essayer de quand même avoir une mini pause pour les urgences pipi et le café. Alors, je me dépêche pour les urgences pipi. Merci beaucoup, Jean-Luc, c'est très intéressante comme présentation. Ben, je voulais faire d'abord réagir sur le terme non humain. Je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est un terme problématique. D'ailleurs, depuis presque une dizaine d'années, je pense, j'utilise de moins en moins ce terme-là. J'utilise le... Bon, je ne sais pas si c'est un meilleur terme, mais ça, il me gêne moins. J'utilise le terme autre qu'humain pour signifier que bah, effectivement, comme tu dis, une procédure, c'est très humain, une loi, c'est très humain, etc., etc. Une émotion, c'est très humain, et pourtant, on peut arriver à les singulariser et en quelque sorte à les présenter dans leur agentivité. Et donc, il faut trouver des termes peut-être pas toujours très faciles pour parler de ces choses-là. Sinon, je voulais revenir sur l'idée de cacophonie que je trouvais très intéressante. Parce qu'évidemment, ça rejoint beaucoup effectivement ce que tu disais au sujet des mouvements sociaux. Hein, ces mouvements qui, on l'a bien vu avec les Gilets jaunes par exemple, bon, il y a quelques porte-paroles qui émergent effectivement, mais en même temps, on sent un réel souci euh, de ne pas monopoliser la parole, de ne pas avoir de porte-parole officielle, etc. Et donc, se pose la question de qu'est-ce qui fait organisation, comme tu dis. Est-ce qu'on peut encore parler d'une organisation? Et là, ça rejoint peut-être ce que disait Consuelo avec l'idée d'équipement, c'est-à-dire peut-être là où la parole n'est pas là pour créer une certaine monophonie, il y a peut-être justement des équipements. Tu vois, par exemple, par exemple, l'utilisation d'une page Facebook, par exemple, dans le cas des Gilets jaunes ou d'autres mouvements, où où finalement c'est presque l'utilisation de ces équipements qui crée un effet d'organisation. Enfin, je sais pas. Moi, je voulais t'entendre là-dessus, peut-être. Oui, oui. Bah, ça, c'est vraiment des réflexions qui sont à l'heure actuelle assez exploratoires, là, dont j'ai parlé à la fin, mais c'est complètement un peu ça, c'est-à-dire en gros comment une organisation, enfin quelque chose d'organisé, parce que je ne veux même pas utiliser le terme d'organisation ici, va à un moment donné émerger. Et si on prend, bah, tu prenais l'exemple des Gilets jaunes, c'est tout à fait le cas, mais ça pourrait être aussi le cas des groupes anti-vax, etc., et contestataires, et qu'on peut plus largement le lier au phénomène du complotisme dont on va beaucoup s'exprimer à l'heure actuelle. En fait, à la base, on va avoir d'une certaine façon une foule, quoi, pour reprendre des termes qui étaient utilisés par Olivier Sarrouy, qui est un collègue de Rennes il y a quelques années, quoi, c'est-à-dire des individus qui vont être relativement isolés et qui vont s'agréger en quelque sorte autour de quelques porte-paroles extrêmement locaux et finir par se construire en quelque chose qu'on ne peut pas vraiment appeler d'organisation, mais qui constitue quand même une structure émergente qui va acquérir une visibilité, en particulier par le biais des médias sociaux et de la façon dont elle va s'exprimer. Donc, d'une certaine façon, on va retrouver du texte par derrière, quelle que soit la nature de ce texte, et la fameuse dialectique, on va la retrouver. Et par contre, ce qui est à étudier dans ce cadre, c'est justement et on rejoint des questions qui sont des questions de sciences politiques et de sociologie politique ici très, très clairement, c'est ces fameux leaders intermédiaires, entre guillemets, autour desquels va s'agréger la parole. Comment est-ce qu'ils émergent de manière sous-jacente, sur quoi est-ce qu'ils reposent, et puis après, en aval, comment cette structure extrêmement protéiforme qui acquiert une visibilité, mais une visibilité qui est extrêmement controversée d'une certaine façon et qui n'est pas une voie unique, c'est-à-dire qu'il y a une multitude de micro, de l'émergence de micro formes d'organisation comme ça. Comment est-ce que ça peut éventuellement, ou pas, d'ailleurs, se traduire en organisation plus structurée qui vont prendre la forme, par exemple, de mouvements sociaux, quoi. Je repensais à ça il y a quelque temps, justement, là, il y a une vingtaine d'années, il y avait un collègue
belge qui était Axel Gristert. Peut-être que ça dit quelque chose à certains ou à certaines d'entre vous qui avaient travaillé sur l'émergence des mouvements altermondialistes, déjà à l'époque, à partir de la sédimentation en fait, de groupes d'échanges, etc. Et puis, qui avait fini par donner des associations structurées faisant porter leur voix publique. Mais c'est vrai que cette question de cacophonie est présente parce qu'on a des voix qui émergent et pas d'écoute en quelque sorte. Donc, d'une certaine façon, des discours qui viennent se croiser, se juxtaposer sans véritablement toujours entrer en résonance.